Bonsoir à tous. Les titres de ce journal rétrospectif. Le parti de Jean-Pierre Bemba fait le bilan politique de l'année 2012. Le bilan est négatif selon Jean-Lucien Boussa, secrétaire général adjoint. Il rejette les pourparlers de Kampala entre le gouvernement et les rebelles du M23. Jean-Lucien Boussa appelle plutôt à un dialogue national. On va revenir au doute du ministre des Affaires étrangères sur l'issue des pourparlers de Kampala. Le ministre des Affaires étrangères fait savoir que ce dialogue ne serait qu'une partie de la solution. La santé économique de la RDC passée en revue par la Banque centrale du Congo. Plus de 400 millions de dollars encaissés en 2012 par le Trésor public à titre de pas de porte contre moins de 200 millions de dollars en 2009. Un progrès majeur, souligne Jean-Claude Massangou. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo annonce une croissance de 8% en 2013. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Le MLC réclame un dialogue national en lieu et place des pourparlers de Kampala. Jean-Lucien Boussa, secrétaire général adjoint de ce parti, se dit pessimiste quant à l'issue de ce dialogue avec les rebelles du M23. Oscar Bakandoa. Toute la situation du pays est passée au peigne fin par cet élu du peuple. De la sécurité à la bonne gouvernance, en passant par la politique et le social. Jean-Lucien Boussa critique la gestion de la chose publique et propose des solutions. Au sujet du refus de l'opposition de participer au pourparlers de Kampala, Jean-Lucien Boussa a des arguments. Lorsque nous avons été contactés pour aller à Kampala, fait partie de la mission, nous avons posé des conditions. Que nous ne pouvions pas aller à Kampala si l'opposition n'y va pas comme composante. Si l'ordre du jour ne va pas au-delà de la simple évaluation des accords que nous ne connaissons pas. Parce que le problème va au-delà des accords entre le M23 et le gouvernement. Des accords du reste illégaux. Nous considérions que la question était tellement d'importance que les parlementaires ne peuvent pas aller dans une mission comme celle-là avec comme simple droit de se taire. Témoins, observateurs, je crois que les amis ont bien mangé pendant 2 semaines, mais ils n'ont pas fait manger au pays les idées qu'ils devaient avoir. Comme solution, il soutient l'idée de la tenue d'un dialogue national. Le groupe MLC Ali a toujours soutenu de privilégier une vraie solution politique interne à travers un dialogue républicain, inclusif et responsable, et dit non à l'approche exclusive de Kampala où l'opposition n'est pas associée en tant que composante. Quant à la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, ce député MLC s'est réjoui du fait que la présidence de cette institution d'appui à la démocratie soit confiée à la société civile et souhaite que toutes les parties prenantes fassent un bon choix des animateurs. La responsabilité qui était la nôtre était de permettre au pays d'avoir une CENI, finalement, mais réformée, complètement réformée celle-là. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que chaque composant soit capable d'envoyer quelqu'un de crédible. En Corée, les membres de la CENI ne viennent pas ni de la société civile, ni de l'opposition ni de la majorité. Ils viennent des institutions publiques. Le député national a été également très critique vis-à-vis du gouvernement avec la dégradation du climat des affaires et la fracture du social des Congolais. Optimisme mêlé de scepticisme, Raymond Tshibanda, chef de la délégation gouvernementale au dialogue de Kampala, le ministre des Affaires étrangères, exprime ses doutes sur les résultats réels de ces discussions. Kampala ne serait qu'une partie de la solution au problème de l'Est de la RDC. Alors, cette importante question, pourquoi alors s'engager dans des discussions dont la crédibilité est douteuse? Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. C'est bon gré malgré que Kinshasa a accepté de discuter directement à Kampala avec le mouvement du 23 mars. Cette impression se dégage de déclarations alambiquées tenues samedi dernier à Kampala par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, au terme d'une conférence de presse. Chef de la délégation gouvernementale de pêche à Kampala, Raymond Tshibanda a laissé entendre que le dialogue de Kampala n'apportera pas des solutions durables au conflit dans l'est du territoire national. Autrement, une solution sous-régionale dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs paraît limitée de la vie de Kinshasa pour sortir du bourbier du Kivu. Les dernières déclarations de Raymond Tshibanda sont
La preuve d'un désarroi au niveau du gouvernement qui ne croit pas à l'issue du dialogue de Kampala. Mais coincé par la CIRGEL, Kinshasa se trouve en position de ne point sécher les discussions décidées par la CIRGEL. Cependant, malgré tous ces obstacles qui risquent d'obstruer la voie des pourparlers de Kampala, Raymond Tshibanda a estimé que la crise en cours céderait place à une période de stabilité en RDC. Toutefois, le chemin à parcourir reste encore parsemé d'embûches. Trop d'inconnus et zones d'ombre entourent encore les pourparlers de Kampala. Kinshasa qui ne croit pas en une issue heureuse de ce dialogue pour une paix durable dans l'est de la RDC s'y est engagé, quasiment poussé par la contrainte de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dont il est membre. Preuve que Kinshasa doute de l'efficacité des résolutions qui sortiront de Kampala bien avant l'ouverture du dialogue. Le Premier ministre Matata Ponyo avait jugé dans une interview à la presse belge presque hypothétique une solution régionale dans le cadre spécialement de la CIRGEL dans la crise de la partie est de la RDC. Autant de faits qui justifient le scepticisme de Kinshasa, note le quotidien Le Potentiel. Si l'ouverture du dialogue de Kampala a permis de calmer les tensions sur la ligne de front, le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC ne se dessinera nécessairement pas dans la capitale ougandaise. Il n'y a que les naïfs qui peuvent encore croire en l'efficacité du dialogue de Kampala. Un lieu et place de multiplier les contradictions qui finissent par discréditer son action à l'échelle internationale, Kinshasa ferait mieux d'adopter une attitude claire et sans équivoque. Si les gouvernements ne croient pas aux initiatives déployées dans le cadre de la CIRGEL, comme en témoignent les déclarations de son chef de délégation dépêché à Kampala, tout porte à croire que le vrai problème, notamment celui qui justifie l'action menée par le M23, n'a jamais été dévoilé au grand public. Si bien que toute négociation qui tente d'éluder ce problème, l'honneur de la guerre est d'ores et déjà voué à l'échec. Tshibanda le sait. Aussi a-t-il étalé publiquement les limites des pourparlers de Kampala, pour que sans doute nul n'en ignore si jamais le dialogue terminait en catastrophe. Au lendemain du retrait de rebelles du M23 de la ville de Goma, le ministre de la Santé s'y est rendu pour s'enquérir de la situation sanitaire. Après une dizaine de jours d'occupation de la ville par les rebelles, le constat est amer. Après, la situation exige une intervention rapide pour la prise en charge des victimes, dont des enfants. Des instructions ont été données aux médecins pour venir en aide à toutes ces victimes. Rosa Wazi. Les dégâts des combats sont plus importants que ce que nous avons vu, a reconnu le ministre de la Santé qui a rencontré les enfants âgés de 5, 8 et 12 ans grièvement blessés. Les femmes victimes de viols et les hommes et les jours de certains d'entre eux seraient en danger. C'est dans ces hôpitaux qui suivent leurs soins d'urgence, ces enfants dont l'avenir est compromis. Voici cet enfant de moins de 10 ans à qui on a amputé un bras. Ces victimes racontent leur calvaire. Nous étions à la maison, maman. On a écouté les coups de balles. Et puis, maman dit je vais partir. Et c'est de l'eau. À la maison, il n'y avait pas de l'eau. Quand nous sommes partis, c'est de l'eau. Maman a oublié de l'argent. Maman a oublié de l'argent. Maman, j'ai commencé à puiser de l'eau. J'ai écouté un coup de balle. Pouf! Oh, j'ai crié. Oh, ma soeur, c'est pas une femme tout. Ah, il y avait papa là-bas. Et puis il a dit, difficile de retenir ses larmes devant cette situation catastrophique. Félix Kabange Numbi décide de la prise en charge de tous ces enfants en situation difficile. Les médecins sont instruits pour une bonne prise en charge de malades. Nous sommes dans un pays où parfois le médecin oublie le serment qu'il a prêté. D'abord la santé, d'abord sauver les vies humaines et le reste après. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est que je suis très touché. J'ai eu tous les rapports du travail que Il Africa a effectué pendant ce temps. C'est pas pour rien que vous nous voyez venir. Nous allons vous donner les médicaments. Je sais que
Vous allez peut-être remplacer une partie du stock et aider les autres, mais c'est beaucoup plus pour vous dire merci par rapport à tout ce que vous avez fait. Le ministre n'y était pas allé main vide. Kabangé Numbi a apporté une assistance matérielle et financière à toutes ces victimes admises, dont plusieurs hôpitaux de la ville de Goma. Dans son bref séjour dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, le ministre de la Santé est accompagné de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant et de la vice-ministre de l'EPSP. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo dresse le bilan de l'année 2012. Jean-Claude Massangou en profite pour jeter un regard sur la nouvelle année qui commence. Quelles sont les perspectives de l'année 2013? C'est la grande question. Il faut savoir que le secteur banquier a été sérieusement secoué en 2012, rappelle le gouverneur. Il y a quand même eu des progrès du fait que le Trésor a encaissé les pas de porte de 417 millions de dollars. Pourtant, en 2009, cette enveloppe n'atteignait même pas les 200 millions de dollars. Pour l'année 2013, Jean-Claude Massangou apporte des bonnes nouvelles. La croissance devrait s'accélérer, annonce-t-il, pour s'établir à 8,2%. Les détails avec Mariam Boya, Anita Luamboa, Patia Luma. À l'occasion de la présentation de vœux au personnel, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, fait le bilan de l'année en cours et brosse les perspectives pour l'année prochaine. Pour la croissance mondiale, Jean-Claude Massangou annonce qu'elle reste une grande inconnue. Surtout à propos de croissance mondiale, malgré les soubresauts de l'année 2012, il explique la gestion de finances publiques. Il s'est souligné que le gouvernement ne disposait pas d'un budget digne de ce nom, du fait, entre autres, de la faiblesse de mobilisation de recettes par les régies financières. Par ailleurs, l'État traînait un boulet sous forme d'accumulation d'arriérés de salaire des fonctionnaires de l'État, ainsi que des arriérés de dettes intérieures et extérieures. Et pour être tout à fait complet, avec l'analyse du constat de la situation économique de l'époque, il s'est aussi de mentionner le chapitre des relations de la République démocratique du Congo avec les institutions financières internationales. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo a été instruite d'absorber en 2013 son déficit cumulé de 2012 qui devrait être de l'ordre de 12,5 milliards. Le volume des crédits à l'économie a été multiplié par 29, provenant de 49 millions de dollars pour atteindre 1,418 milliard. Malgré tous ces progrès, le taux de bancarisation reste néanmoins faible, autour de 2%. Mais ce taux peut être porté à 20-25% en déant 2 à 3 ans. Le gouverneur de la Banque centrale a félicité et remercié son personnel actif comme passif de leur ténacité, persévérance et patience et demande plus de persévérance et de travail bien fait. Il promet de porter à 30% minimum la gestion du personnel féminin qui était à 23%. Cette proportion sera visible au niveau de personnel cadre de direction. Le gouvernement salue des performances enregistrées dans la mobilisation accrue des recettes publiques. Les régies financières ont amassé plus d'argent par rapport à l'année dernière. Lors de la 49e réunion, le ministre délégué en charge des Finances a instruit ces derniers à maintenir le cap pour l'année prochaine. En ce qui concerne le communiqué de la FEC qui accuse le gouvernement d'être à la base de la dégradation du climat des affaires, ce que rejette par ailleurs Patrice Kitebi, ministre des Finances, compte rendu Doudou Ndombe. À la date du 24 décembre 2012, les régies financières ont mobilisé environ 3 311 millions de francs congolais et 3 600 millions de francs congolais sont attendus à la fin de cette année, une performance par rapport à l'année dernière. Cette dernière réunion a été une occasion pour évaluer le travail abattu et relever toutes les faiblesses constatées en vue d'un avenir meilleur pour 2013 dans le service des mobilisations de recettes. Je crois que dans un contexte de stabilité des prix intérieurs, c'est une performance qui n'est pas négligeable, bien que nous pensons que nous pouvons faire beaucoup plus que cela. Et toute la réunion, nous avons fait notre autocritique, nous avons fait notre bilan
et nous avons cerné tous les points de faiblesse que nous devons corriger dans le cadre de l'année 2013 et les années suivantes pour que nous ayons un niveau de recette beaucoup plus important. Patrice Kitebi a saisi cette opportunité pour faire le point sur le communiqué de la FEC qui parle de la dégradation brutale du climat des affaires en RDC. Le ministre délégué aux Finances a rejeté toutes les allégations contenues dans le communiqué et les qualifie de non fondées. Pour lui, le gouvernement s'emploie à améliorer le climat des affaires. Les tracasseries sont là. Le plus important, c'est que le gouvernement, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, est en train de déployer un trésor d'énergie pour améliorer le climat des affaires, pour supprimer les perceptions illicites, pour réduire le taux d'imposition, pour réduire le taux de pénalité. Nous avons appliqué beaucoup de modération de pénalités, que ce soit à la douane, que ce soit à la Direction générale des impôts, dans le but d'aider les opérateurs économiques à pouvoir alléger l'impact de ces pénalités sur leur trésorerie. Le plan d'action consolidé des régies financières à travers 4 axes a été également examiné au cours de cette réunion. Les 3 dernières revues du programme économique n'ont pas abouti pour des raisons de mauvaise gouvernance des ressources naturelles, notamment dans la cession des actifs miniers de la Gécamine, alors que l'option attend des sanctions contre le comité de direction de cette entreprise pour manque de transparence adopté par l'exécutif national. À travers son ministère des Finances, le gouvernement se complaît de caresser dans le sens du poil le pyromane de la Gécamine, prendre des mesures qui s'imposent pour éteindre le feu en améliorant la gouvernance dans l'entreprise. Je vous propose de suivre ce commentaire de la rédaction avec Doudou Ndombe. Que le gouvernement examine la question d'une reprise des partenariats avec le Fonds monétaire international, c'est une chose, mais faire endosser à la Gécamine la responsabilité du rendez-vous manqué avec l'institution financière est une aberration pour l'opinion. Pour la petite histoire, la Gécamine, après sa transformation, est devenue une entreprise à caractère commercial où l'État est actionnaire à 100%. Le conseil d'administration est constitué des délégués des ministères du budget, finances, mines et portefeuille, donc les membres du gouvernement. Si la Gécamine a pêché dans la cession de ses parts à une société minière, pourquoi le conseil d'administration qui a vocation d'examiner ses contrats a laissé passer la bourde? La Gécamine n'est tout de même pas un bien sans maître. Il suffit tout simplement au conseil d'administration de convoquer l'Assemblée générale pour destituer le comité qui a failli. Malheureusement, dans les entreprises transformées, les conseils d'administration n'ont jamais été mis en place. Ce qui induit que le gouvernement veut une chose et son contraire. Quelle finalité pour les processus de réforme des entreprises publiques si le gouvernement n'est pas disposé à s'adapter au nouveau contexte? Dans la logique où l'État est considéré comme puissance publique et non actionnaire, il doit sanctionner les comités qu'il nomme lorsque celui-ci affiche des comportements contraires à ses engagements et à la ligne tracée. Dans le communiqué du ministère des Finances publié le week-end dernier, le gouvernement reconnaît que les entreprises transformées ont du mal à décoller, mais apparemment, il ne les aide pas à cet effet. Aujourd'hui, les partenaires traditionnels hésitent à apporter de l'aide à la RDC et c'est la population qui risque d'en payer les prix. 320 millions de dollars américains d'appui du FMI ne tomberont plus dans l'escarcelle du gouvernement. La Banque africaine de développement vient d'ailleurs de lui emboîter les pas en suspendant des appuis de l'ordre de 80 millions de dollars américains tant qu'aucun programme formel avec le FMI ne sera d'application. Des projets en cours risquent de ne point aboutir, d'autant plus que des prêts assortis de contraignantes conditionnalités vont exposer le cadre macroéconomique à une explosion certaine. Dans quel état se trouve la route Lubumbashi-Kolwezi? Rassurez-vous, elle est en très bon état. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction s'en est rendu compte. Fridolin Kaswesi avait justement ce souci d'inspecter cette importante voie. Le satisfait est donc total. Jugez-en vous-même à travers ce reportage de Élisée Bilonda, Blanchard Kandolo. C'est une route asphaltée qu'emprunte Fridolin Kaswesi Musoka et sa délégation.
Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, le numéro 1 des infrastructures veut s'assurer de l'état de la route. À certains endroits, des nids de poules se créent. Le ministre suggère au directeur général adjoint de l'Office des routes d'intervenir avant que le pire n'arrive. Et cela en compagnie des responsables de la société chinoise Crexet qui s'était occupée des travaux. Fridolin Kassushimusoka effectue également des arrêts à des endroits où sont installés des postes d'épaissage, mais également à des postes de péage, et aussi au pont Lualaba qui est jeté sur le fleuve Congo. Ce pont métallique d'une portée de 700 mètres sera le deuxième plus grand en République démocratique du Congo. Et c'est la société chinoise Crexet qui exécute les travaux. Ils prendront fin en 2013. Fridolin Kassushimusoka inspecte ensuite la voirie de la ville de Likasi, question de se rendre compte de sa qualité. C'est dans la ville de Kolwezi que le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction termine sa visite d'inspection dans l'après-midi avant de retourner à Lubumbashi. Parlons santé à présent. Coup d'envoi vendredi de la caravane populaire en faveur de la santé des masses. Cette campagne lancée par le ministre de la Santé publique vise à administrer les soins de santé gratuitement aux populations de Massina, Kimbanzeke, mais aussi de Maluku. Cette campagne se déroulera pendant 3 jours. L'étape de Maluku a été franchie. Il faut bien dire que les choses s'accélèrent, n'est-ce pas, Rosa Wazi? Toute la population de la Tchangou était mobilisée pour se rendre dans le centre afin de bénéficier de soins de santé gratuits. Les failles constatées au premier jour ont été corrigées. Le médecin a fait le nécessaire pour améliorer la situation sur le terrain. Amoureux de sa profession, Félix Kabangué ne rate pas une occasion pour se mettre à l'œuvre. Le cas de cette intervention chirurgicale est une illustration. La population ne tarit pas d'éloges à l'endroit du gouvernement. Mais nzoto soto za makasi tokoyeba ko continuer ko sa misala na biso ndenge to mesana nzamba kanisa ye abakise mikolo ebele misala nekende liboso na kombo nzambe amen. C'est ce dimanche que cette caravane pour la santé de masse populaire va devoir se clôturer, du moins pour la partie est de la capitale. 25 décembre, fête de nativité à Kinshasa. La tradition a été respectée par les chrétiens et autres. À cause de la crise économique, les vendeurs se plaignent de la rareté des clients. Nos reporters ont fait un tour au marché central de la capitale congolaise. Mariam Boya, Véronique Senga, Dieu merci Sweka, rapporte. À l'occasion de la fête de Noël, les grandes artères de la ville de Kinshasa n'ont pas été embellies. Peut-être que les autorités de la capitale attendent la fête de Saint-Sylvestre pour le faire. Cela n'empêche pas le parent à amener en balade leurs enfants. Ici, à la gare centrale, on se croirait dans un jardin d'enfants. Mais or, venus avant tout visiter et passer de bons moments. Pour fêter Noël, papa, maman, notre pasteur. Je fais mes dédicaces à la famille Vangou. Je leur souhaite joyeux Noël à tous. S'y invitent à cet endroit très fréquenté, les hommes de Dieu aussi. Pour ce pasteur, c'est pour lui l'occasion de remercier tous qui prient, afin que la paix revienne dans l'est du pays. J'ai béni tous les enfants de Dieu, que Dieu a permis ce jour, de sa grâce, nous sommes là. Parmi nous, j'ai béni aussi tous les hommes de Dieu qui ont fait un grand travail afin que le Congo que nous habitons soit en paix et que la grandeur de Dieu soit manifeste. La Noël, c'est également la fête des enfants. Au-delà de la nativité de Jésus, la tradition voudrait que les parents offrent des cadeaux et fassent plaisir à leurs enfants.
Pendant que le monde entier fête la Noël, les habitants de certains coins de la province du Nord Kivu vivent dans la torpeur. Voilà plus d'une dizaine d'années que le Nord Kivu demeure dans un climat de ni paix ni guerre. Des trahisons en cascade, voilà qui alimentent l'insécurité dans la partie orientale. En cette période de fête, de nombreuses populations pensent à leur survie d'abord. Ce sujet a inspiré ce commentaire de la rédaction. La RD Congo, pays aux immenses potentialités, mais où le contraste a implanté ses racines. Voilà plus de 10 ans que les habitants de l'Est du pays passent Noël et la Saint-Sylvestre dans un climat de ni paix ni guerre. Ce moment devrait en principe être une période de liesse populaire, une occasion pour chaque famille de faire son propre bilan. Bilan des projets réalisés, des échecs ou des progrès, des erreurs ou des réussites. Mais les familles de l'Est, elles, font en ce moment le bilan des morts, des blessés, des maisons pillées, des personnes violées. Dans la partie orientale, les mauvaises années se poursuivent au rythme des crépitements des balles. Cette orchestration macabre est dirigée par plusieurs maîtres de cérémonie, à savoir des groupes rebelles Maï-Maï, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Les FDLR, d'autres groupuscules des inciviques. Le maestro le plus mordant, le plus prétentieux, s'appelle le M23. Né des cendres du CNDP, le M23 plonge des milliers de familles de l'Est dans les mois, la torpeur et la crainte d'un lendemain incertain. Par le fait du M23, des centaines de déplacés errent aujourd'hui dans des vases étendus du Nord Kivu, passant Noël sous la belle étoile, sans rien à se mettre dans la bouche. Dans cette atmosphère lugubre, qui de ses habitants, de ses fouillards, aura le courage de présenter des vœux à son plus proche voisin, assis comme lui, à même le sol? Cette image est saisissante, peut-être même poignante. Nous sommes de cœur avec nos frères de l'Est. Cette phrase, ça fait une année qu'elle revient dans la bouche de certains politiciens, parmi lesquels des traîtres, des personnes au service des ennemis de la nation. Le Congolais est facilement manipulable. Pour 2 cacahuètes, il est prêt à vendre son pays, à trahir la nation. Les populations doivent vivre en communion, en parfaite santé. Le manque d'amour, les intérêts égoïstes, l'hypocrisie ne construisent pas une nation forte. Voilà, c'est par cette réflexion que nous mettons un terme à ce journal de dimanche. Je vous dis au revoir et je vous retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi et dimanche prochain. Au revoir.